Merci Alain, bonsoir Marine Le Pen, Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Pierre Moscovici, merci d'être resté avec nous pour ce débat. Peut-être que d'abord votre réaction Marine Le Pen, puisque Pierre Moscovici a déjà réagi tout à l'heure, mais nous allons y revenir. Si c'était à refaire, vous arrivez avec 23% au lieu de 17,9% dans notre sondage CSA, et vous êtes au deuxième tour avec 33%, battu par Nicolas Sarkozy à 67%. Alors peut-être d'abord une première réaction, surprise? Non, mais si vous voulez, c'est pas ce sondage qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir la courbe des sondages. Et la courbe des sondages démontre que le Front National est en train d'acquérir un véritable vote d'adhésion. Je veux dire, on commence à être vraiment sur le fond des problèmes. Et je crois que beaucoup de Français sont conscients aujourd'hui que la politique qui a été menée par François Hollande est très semblable à celle menée par Nicolas Sarkozy. Et on a vu d'ailleurs les difficultés lors du précédent débat. On a vu que toutes les grandes questions que se posent les Français n'ont pas fait l'objet du débat. L'Europe, le protectionnisme, l'euro, l'immigration, et pour cause. Parce que c'est vrai que sur ces grands sujets-là, il faut bien dire que la politique qui est menée dans ces grands axes, parce que c'est ça qui est important. C'est aussi le pouvoir d'achat, le chômage, et on l'a abordé dans ce premier débat. C'est lié, bien sûr. C'est lié à l'Union européenne. Et sur ces sujets, il faut bien dire que le gouvernement et l'UMP sont tout de même très proches. Et d'ailleurs, on a vu que l'UMP est venu, comme le gouvernement, en contre des attaques qui ont été formulées contre Madame Merkel, de manière probablement un peu téléguidée d'ailleurs par le Parti socialiste. Pierre Moscovici, Marine Le Pen en tête chez les salariés et chez les ouvriers. Il y a un problème du Parti socialiste, ou en tout cas de François Hollande aujourd'hui, avec les couches populaires? Il n'aura pas échappé à Madame Le Pen qu'un sondage était une photographie. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète devant elle, et que les élections présidentielles sont dans 4 ans, la prochaine consultation électorale dans 1 an. Et donc, je pense qu'il faut prendre cela comme un moment où les Français, c'est vrai, et notamment les Français qui ont voté pour nous, attendent des résultats de notre politique. Nous le savons, nous sommes lucides. Je voyais tout à l'heure Madame Le Pen qui, entrant, disait qu'elle allait affronter un technocrate. Je veux peut-être vous dire, parce qu'on se connaît mal, qui je suis. Je suis d'abord un fils de l'intégration républicaine. Mes 4 grands-parents étaient étrangers. Ils ne parlaient pas français. Surtout, mais je vais venir aux fonctionnaires. Et en plus, ils ont été, pendant la guerre, mis à l'écart des atrocités que ce pays a pu connaître et que l'Europe a connues, justement parce que les Français ont su être accueillants et attractifs. Et puis la deuxième chose sur le technocrate, mais il ne vous aura pas échappé non plus que je suis l'élu d'une circonscription très ouvrière, le Pays de Montbéliard, que j'ai battu, une candidate du Front National que vous connaissez bien, avec un score, je crois, tout à fait respectable. Et donc, ces ouvriers, je les connais. Et je sais ce qu'ils peuvent ressentir aujourd'hui. Et ce que je veux leur dire, c'est que la politique que vous proposez, c'est une politique d'illusion. On va parler d'Europe, j'espère. Une politique qui tourne le dos à l'Europe. Une politique qui veut qui veut refermer la France sur elle-même. On va y aller parce qu'on va en parler, mais je voudrais d'abord qu'on les écoute. Attendez une seconde, qu'il soit exigeant par rapport à nous, je le comprends. Qu'ils s'interrogent, je le comprends. Mais je veux leur dire que la politique que nous menons, c'est la politique de redressement du pays, que c'est en plus une politique de redressement dans la justice. Vous allez avoir 30 minutes pour leur dire, Pierre Moscovici. Mais je parle à Madame Le Pen, si vous le permettez. Et donc, que pour moi, l'Europe est toujours, à condition qu'on la réoriente, une solution, qu'elle n'est pas un problème et qu'on ne peut pas lui tourner le dos. Monsieur Moscovici, je crois que vous n'analysez pas la rupture absolue qui existe entre votre gouvernement et les ouvriers et les salariés. On va écouter Marine Le Pen, vous allez voir avec nous ce sujet. Je peux vous dire, Monsieur Moscovici, que vous ne seriez pas réélu aujourd'hui. Alors, écoutez, justement, on va les écouter. Non seulement vous êtes pour le Père Noël, mais en plus vous lisez dans la boule de cristal, mais on en reparlera. Pierre Moscovici, Marine Le Pen, merci beaucoup de regarder avec moi ce sujet. Nos reporters Jérémy Trottin et Yoann Parizet sont allés à Gonfreville-Lorcher, 9000 habitants. Ils ont voté à 72% pour François Hollande. C'est une cité ouvrière, elle est touchée de plein fouet par la crise. Plus de 20% est au chômage. Et regardez, la déception est à la hauteur des espoirs. À Gonfreville-Lorcher, cité ouvrière de la banlieue du Havre, 1 an après l'élection de François Hollande, la désillusion est totale. Oui, j'ai voté pour lui. Bah, ça sera à refaire, je le ferai pas. Mais une qui monte en flèche, j'ai bien le FN. Marine Le Pen, et je pense qu'elle va monter. Et je serai pour elle. Il faut qu'il y ait un changement de toute façon. Oui, Marine Le Pen, c'est très bien. Faut bouger pour faire bouger justement Hollande, pour qu'il se mette à gauche. Parce que là, il n'est pas à gauche. On devrait changer le président. Vous voteriez pour qui, là Mélenchon, quoi. Un rejet de François Hollande et une radicalisation des habitants, observée et même comprise par le maire de cette ville, communiste.
depuis plus de 60 ans. Il y a un sentiment de dire par la voie normale, par la voie démocratique, ça suffit pas. Le gouvernement a des actes contraires à ses promesses. Et il faut qu'à un moment donné, le peuple dise ça suffit, radicalise sa position pour dire maintenant on veut des actes conformes aux promesses. À l'origine de ce désenchantement, une politique économique et fiscale non comprise par de nombreux salariés. La loi sur les heures supplémentaires, par exemple. Par exemple, prenons un couple d'ouvriers, un couple qui travaille, qui s'est toujours démené pour se lever le matin et puis aller au travail. On continue à augmenter leurs impôts, on continue à augmenter leurs taxes. Et dès qu'il s'agit d'avoir une aide, il n'y a plus personne. Il ferait mieux de s'occuper de tout ce qui est la merde dans la France avant de s'occuper des mariages gays. Et puis, il y a aussi ces promesses non tenues, les fermetures de Florange et de Petroplus, vécues dans ce bassin industriel comme une véritable trahison. On leur a fait croire que il y avait espoir, alors qu'en fait, il y avait rien de... Il s'est rien passé, quoi. On les amenait en bateau en leur disant qu'il y avait peut-être des repreneurs. À chaque fois, les repreneurs arrivaient, à chaque fois, on les sabrait, quoi. Face à ces promesses non tenues, beaucoup ne croient pas aujourd'hui à celle de l'inversion de la courbe du chômage avant la fin de l'année. Souhait pourtant le plus cher à Gonfreville-Lorcher, où plus de 20% de la population est sans emploi. Voilà, le désespoir, la désillusion, le désenchantement. Comment vous y répondez un an après? Vous avez donné trop d'espoir, vous avez trompé les Français? Non, la campagne de François Hollande était une campagne de vérité. Il n'a justement pas fait ce qui a pu être fait jadis, c'est-à-dire laisser ouvertes les vannes du rêve, même s'il y a un rêve français. Ce rêve, c'est celui d'une France plus forte, plus juste, plus performante, plus souple, d'une France plus compétitive. Mais en même temps, il savait, et nous savons, que la crise est là, que la réduction des déficits s'impose à nous, que l'endettement est une plaie pour la France, qu'un pays qui s'endette, c'est un pays qui s'appauvrit, c'est un pays où on ne peut pas agir pour l'éducation nationale, pour la sécurité, pour l'emploi, pour l'économie. Nous savions tout ça, et nous savions aussi qu'il fallait réparer tout ce que la droite avait détruit, la dette publique qui explose, les déficits qui sont trop élevés. Je dis ça pourquoi? Parce que je pense à ces électeurs-là, je les connais encore une fois, ils ressemblent aux miens, qui n'ont pas voté d'ailleurs à 72% pour François Hollande, mais je veux qu'ils sachent qu'à aucun moment ils ne sont oubliés de nos préoccupations, que la justice que nous mettons en œuvre, je pense à la politique que j'ai décrite tout à l'heure pour le pouvoir d'achat, ou encore la politique fiscale, c'est ce qui anime, ce qui guide nos pas, et que l'inversion de la courbe du chômage, je le répète, c'est ce qui mobilise le gouvernement complètement autour d'une politique qui est une politique à la fois de compétitivité et d'encouragement à la création d'emplois. Alors voilà, ça prend du temps, c'est vrai, mais en même temps, non, nous n'avons pas oublié cette France qui souffre. Et nous ne voulons d'ailleurs pas jouer de sa souffrance. Nous voulons lui offrir un espoir et des perspectives. Vous jouez de sa souffrance? Non, mais pas du tout. Mais vous savez, les Français, ils ont du bon sens. Bon, qu'est-ce qu'ils voient? Parce que s'ils voient que vous menez exactement la même politique que le gouvernement précédent. Vous êtes soumis aux mêmes diktats, vous êtes soumis aux mêmes interdictions édictées par l'Union européenne que vous avez contribué à construire, hein, évidemment, parce que vous avez été ministre des Affaires européennes, vice-président du Parlement européen, négociateur français pour le traité de Lisbonne, etc., etc. Bon, par conséquent, votre responsabilité, alors là, c'est 1000%. Bon, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que la politique d'austérité, ça consiste à augmenter les impôts. Augmenter les impôts, ça fait baisser le pouvoir d'achat. La baisse des pouvoirs d'achat entraîne la baisse de la croissance. La baisse de la croissance entraîne évidemment la baisse des recettes pour l'État, et donc l'augmentation des déficits, et donc l'augmentation de la dette, et donc l'augmentation des impôts, la baisse du pouvoir d'achat. Et ça s'appelle un cercle vicieux. Quelle est votre solution? Il voit, mais je vais vous la donner, monsieur, Merci. vous la connaissez bien, elle est radicalement différente de la vôtre. Il voit que vous ne vous attaquez pas au véritable problème. Il y a 3 problèmes essentiels: le libre-échange, l'immigration et l'euro. Bon, pourquoi l'immigration? Parce que l'immigration crée une concurrence sur le marché du travail. Or, nous avons 8 millions de personnes en France qui ne travaillent pas autant qu'elles l'aimeraient, et ce chiffre ne cesse d'augmenter, et parce que ça sert l'immigration à peser à la baisse sur les salaires, et donc par définition à atteindre le pouvoir d'achat. Ça date pas d'hier, ça date des années 70, et tous les gouvernements de droite et de gauche ont usé de l'immigration pour cela. Le libre-échange, eh bien, ils se rendent compte que 500 000 emplois industriels ont été perdus en 5 ans, que ça va continuer, parce que eux, ils sont ouvriers, ils sont salariés, ils voient bien qu'ils sont en concurrence avec des gens qui n'ont pas les mêmes normes. Les agriculteurs le voient, les ouvriers le voient, les mêmes normes sociales, les mêmes normes environnementales, qu'ils ne sont pas payés avec les mêmes charges, et que vous avez organisé un dumping social, non seulement d'ailleurs de la part de pays étrangers à l'Union européenne, mais même
au sein de l'Union européenne. Alors, réponse, Pierre Moscovici. Et il y a aujourd'hui, je crois, 40 000 emplois qui vont être perdus dans le BTP à cause de ça. On parlera de l'euro ensuite, puisque évidemment c'est la suite. Je vais d'abord dire une chose que j'assume complètement, puisque je fais un débat avec Madame Le Pen. Moi, je suis un Européen. Je suis un Européen engagé. Je l'ai toujours été. Je le reste. Et je pense en effet que l'Europe doit être la solution. Mais là où je m'écarte de vous, c'est sur l'idée que nous serions en train de mener la même politique que les autres. Non, nous ne menons pas une politique d'austérité. Nous menons une politique sérieuse. Une politique sérieuse, et ce que vous proposez n'est pas sérieux. C'est justement de l'illusion. Les déficits publics ne sont pas une invention. Les déficits publics, on ne peut pas les laisser filer. La dette publique, c'est ce qui pèse aujourd'hui comme étant pratiquement le premier budget de l'État. Et moi, je dis qu'un euro de dette en plus, c'est un euro improductif, c'est un euro qui ne sert à rien, ni au service public, ni à l'économie, et donc qu'il faut réduire les déficits. Oui, mais en refusant l'austérité. L'austérité, ce serait d'accepter, en effet, d'être uniquement soumis à des chiffres, par exemple 3% en 2013. Nous ne le faisons pas, nous ne le ferons pas, parce que nous voulons soutenir la croissance, parce que nous souhaitons une Europe qui, à la fois, soit sérieuse, mais pas austère. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'au fond, il y a 3 remèdes que vous proposez. J'espère qu'on va en parler un peu profondément. C'est-à-dire arrêter toute forme d'immigration, la France fermée. Deuxièmement, c'est mettre fin à l'euro. Et c'est troisièmement, le protectionnisme. Et je dis que, d'une part, faisant ça, vous ignorez complètement comment fonctionne aujourd'hui l'économie mondiale. Nous sommes un pays ouvert, nous sommes un pays qui exporte, nous sommes un pays qui importe, nous sommes un pays qui ne supporterait pas le protectionnisme. Quant à la fin de l'euro, j'aimerais bien qu'on discute ensemble des conséquences que cela aurait. Et moi, je vous dis ici que non, ce ne serait pas l'apocalypse, parce que l'apocalypse, franchement, c'est trop facile comme argument, mais que ce serait, pour l'économie française, plus qu'un affaiblissement, un effondrement. Et je suis prêt à le démontrer point par point. Si vous voulez sortir la France de l'euro, vous allez plonger la France dans la catalepsie, la faire régresser, l'affaiblir et la faire carrément disparaître des radars économiques. C'est moi qui surfe sur la peur. Lourde. Mais c'est vous qui surfez sur la peur, monsieur. Non, je ne surfe pas sur une peur. Je voudrais que vous m'expliquiez. Elle va nous expliquer. Elle va nous l'expliquer. On peut sortir de l'euro et moi je vous dirai pourquoi c'est une catastrophe. D'abord, je voudrais quand même vous montrer, parce que vous parlez d'isolement. Ça, c'est l'argument classique. Ah oui, on va être isolé, on va être isolé. Bon, d'abord, je voudrais vous montrer cette carte. Elle est très intéressante. C'est la carte de la croissance mondiale. Voilà. Vous voyez en bleu, il y a l'Union européenne et l'Iran. C'est-à-dire que la situation économique de notre pays est celle d'un pays qui subit un blocus. Voilà les conséquences quand même de la construction européenne. Vous croyez que l'Europe subit un blocus ? Alors, laissez parler Marine Le Pen, continuons. Nous sommes dans la situation, la zone euro est dans la situation d'un pays qui vit un blocus, c'est-à-dire le seul pays qui est équivalent, c'est l'Iran. Bon, alors, ça c'est la première chose. Tout le reste du monde est en croissance. Alors parlons-en. Est-ce qu'il ne faut pas être en relation avec ce reste du monde ? Nous sommes donc isolés, puisque le reste du monde est en croissance, et nous ne le sommes pas. Parce que nos frontières sont ouvertes à tous les vents. Sauf que, madame, le protectionnisme s'applique partout. Et c'est ça que M. Moscovici veut pas dire. Il s'applique aux États-Unis, il y a des droits de douane, il s'applique au Brésil, en Argentine, en Russie, en Chine, au Japon, en Corée du Sud. Alors c'est soit par l'intermédiaire d'un avantage qui est donné aux PME, PMI dans l'accès au marché public. Tous les pays le font. Nous n'avons pas le droit de le faire, l'Union européenne nous l'interdit. C'est par l'intermédiaire de droits de douane qui sont mis pour protéger certains secteurs. C'est le cas dans beaucoup de pays dans le monde. Mais nous, l'Union européenne, nous l'interdit. Nous devons être nus dans les vents violents et mauvais de la mondialisation. Et on nous explique qu'il faut être compétitif. Je répète que je ne vois pas comment est-ce qu'on peut être compétitif, Monsieur Moscovici, quand on est en concurrence avec des salariés du Bangladesh. Alors, réponse c'est peut-être d'être payé $50 par mois et vivre dans des cahutes, si vous voulez. Moi, je ne vois pas quoi dire d'autres Français, parce que je ne suis pas Merlin l'Enchanteur, mais vous, oui, manifestement. D'abord, non, vous n'ignorez pas que la France fait partie d'une organisation qui aujourd'hui couvre l'ensemble de la planète, qui s'appelle l'OMC. Et alors, l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce. Et que les accords à l'OMC sont des accords qui supposent une forme de réciprocité pour laquelle nous nous battons. Moi, je ne dis pas que l'Europe ne doit pas se protéger. Je dis que le protectionnisme n'est pas la solution. Qu'est-ce que ce serait le protectionnisme ? Ça consisterait à dire, voilà, nous nous enfermons derrière des frontières, nous combattons les importations et nous dopons nos exportations. Et de surcroît, si ça s'accompagnait de la sortie de l'euro, pour laquelle vous militez, et pour laquelle, encore une fois, je souhaite que nous parlions, nous aurions, par exemple, une dévaluation de ce qui resterait, du franc, de l'ordre de 25 à 30%, qui renchérirait les importations. Qu'est-ce que ça signifierait, par exemple, je vais prendre un exemple, ça signifierait le 100%
plomb en quelques jours à 2 €. C'est insupportable. Vous savez, ce qui fait qu'une économie fonctionne, la croissance, c'est quand les entreprises sont performantes. Et ce qui nous permettra d'affronter des économies qui ont des salaires beaucoup plus bas, c'est d'être plus innovant, c'est d'être capable de rechercher plus, c'est d'être capable d'offrir des produits qui sur le marché mondial sont des produits attractifs. Et donc, moi je suis en train de vous dire qu'en effet, je suis favorable à une économie ouverte.